Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bonjour l'Afrique, comment va la santé? Vous écoutez votre émission hebdomadaire, votre rendez-vous santé Magafrique. 26 minutes, vous allez les passer avec moi, Samar Hamadi, le docteur infectiologue Ilyes Akhamouk. Bonjour docteur. Bonjour Samar, j'espère que tu vas bien. Ça va docteur et vous? Comment va la santé? Ça va, merci beaucoup. Donc nous allons parler d'une maladie parasitaire due à un ver hématophage présentée dans les zones tropicales et subtropicales, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et dans le bassin méditerranéen. Il s'agit de la bilharziose. Avant de parler du pourquoi cette présence concentrée dans notre continent, d'abord c'est quoi la bilharziose, docteur? Alors la bilharziose, qu'on appelle aussi la schistosomiale, oui. Ce sont des affections. Donc c'est plusieurs types de maladies parasitaires, comme tu l'as dit, dues à des vers plats, les bilharzies, ce qu'on appelle les bilharzies ou les schistosomes. C'est des parasites qui sont très fréquents dans le monde et notamment en Afrique. Alors il y a cinq espèces pathogènes pour l'homme. La plus fréquente et la plus connue, c'est la Schistosoma hematobium, qui est responsable de la bilharziose urogénitale, qui est la plus fréquente. Mais il y a d'autres bilharzioses, comme la bilharziose intestinale, hépatosplénique, rectale, génitale, etc. Mais la bilharziose urogénitale, c'est la plus fréquente, surtout dans notre continent, dans notre beau continent africain. Donc, ces pathologies parasitaires qui sont très fréquentes et qui malheureusement donnent beaucoup de complications. Après, on va en parler, bien sûr. D'accord. Donc, la maladie affecte la vessie, les organes génitaux et parfois même les intestins. Comment elle se présente alors? Quels sont les symptômes? Alors, déjà, avant de parler des symptômes, je vais juste donner quelques chiffres parce que c'est une pathologie c'est une émission qui est très importante. Justement, on allait revenir sur les chiffres, mais je vous laisserai d'abord commencer avec les chiffres. Pas grave. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, pour vous donner une importance de la maladie, estime que la bilharziose affecte plus de 230 millions de personnes dans le monde. D'accord. Quand même. 230 millions, et elle tue 20 000 à 200 000 personnes par an. Oui. Donc, vous voyez, c'est une pathologie qui est très fréquente. Très répandue. Ça fait partie des maladies tropicales négligées, et on en a parlé dans une précédente émission. Elle est présente dans beaucoup de pays africains, surtout les pays tropicaux, c'est-à-dire, je parle pas du pays du Sahel, c'est surtout les pays qui existent au niveau de la zone tropicale, mais qui touchent beaucoup de pays. Donc vous voyez que c'est une maladie qui est très 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 importante en matière de chiffres. Voilà. Revenons maintenant sur les symptômes, docteur. Alors pour les symptômes, on va commencer par la bilharziose urogénitale, parce que c'est la maladie la plus fréquente. Alors il faut rappeler juste la transmission pour la maladie, pour la bilharziose urogénitale. Donc c'est une transmission le plus souvent qui est percutanée. Ça veut dire quoi, percutanée? Le plus souvent, on a une personne qui va, soit dans le cadre de loisirs, soit dans le cadre professionnel, évoluer dans de l'eau douce qui est envahie par des furcocercaires. Alors, les furcocercaires, c'est les formes infestantes du parasite. Donc, c'est des personnes qui vont se baigner dans un lac. Je parle d'eau douce, hein, je parle pas de la mer. Dans un lac, dans une eau stagnante, ou bien une personne qui travaille dans une rizière, qui fait de l'agriculture, qui fait de la pêche, etc. Et il y a une transmission qui est percutanée. Et ça, c'est là le problème, c'est qu'on se fait piquer par un mollusque d'eau douce qui transporte le parasite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une blessure. On a la peau qui est intacte, on se fait piquer et on va se faire inoculer ce parasite. Et le parasite qui va aller de la peau vers la vessie. Donc, il y a une pénétration, la phase initiale, la phase de pénétration du parasite. 1 heure après, on peut avoir une petite démangeaison au niveau de la zone de la peau piquée. Puis 10 heures après, on peut avoir des petites lésions dermatologiques.
qui vont disparaître. Et puis, 2 à 10 semaines après la pénétration, on va commencer à avoir des symptômes essentiellement respiratoires. Donc, on a de la fièvre, des sueurs, des céphalées, mais aussi de l'urticaire et une toux, une dyspnée, donc une difficulté de respirer, qui va durer quelques jours. Et nous, on ne va pas rattacher ces symptômes-là à la piqûre au niveau de la peau. Et pendant la phase d'état, qui peut durer de quelques semaines, même quelques mois après la piqûre, c'est pour ça que c'est difficile pour diagnostiquer. Et là, on va trouver les signes urinaires de la bilharziose urogénitale. Comment ça s'explique? C'est que ce parasite-là, après avoir pénétré par la peau, il va aller au niveau des poumons, et puis il va aller au niveau de la vessie, il va s'implanter au niveau de la vessie et pondre des œufs. Il va pondre des œufs, il va se multiplier au niveau de la vessie, il va donner des symptômes urinaires. Donc la dysurie, donc difficulté d'uriner, la pollakiurie, c'est-à-dire des mictions fréquentes, surtout diurnes et nocturnes, donc surtout la nuit, des douleurs au niveau de la vessie, donc des douleurs suspibiennes, qui sont augmentées par le fait d'uriner. Donc jusque-là, vous voyez que c'est des symptômes d'infection urinaire. Oui, exactement. Bactérienne, qu'on a l'habitude de connaître. Ou bien chez les personnes âgées, des signes de prostate, par exemple. Oui. Alors, ce qui vient vraiment orienter vers la bilharziose, c'est ce qu'on appelle l'hématurie. Alors, l'hématurie, c'est la présence de sang dans les urines. D'accord. C'est ça qui va attirer l'attention sur l'origine parasitaire de... Donc c'est là qu'on sait qu'on a la bilharziose. C'est à partir du moment où on a du sang dans l'urine. En fait, on est orienté. On est orienté. Parce que même une infection bactérienne banale, on peut avoir du sang dans les urines, justement, mais dans la bilharziose, c'est généralement constant. Généralement, on va trouver quand même du sang dans les urines. Et l'élément le plus important, parce que en Afrique subsaharienne, le diagnostic est vite fait. On connaît la bilharziose. S'il y a du sang dans les urines, on va faire le diagnostic. On va en parler après dans le diagnostic. Mais malheureusement, dans les pays du nord nord-africain, parfois on ne connaît pas cette maladie. Et on peut passer à côté, on peut demander un ECBU, c'est-à-dire la recherche de bactéries dans les urines. On va pas chercher la bilharziose, donc on va retarder le diagnostic. D'accord. Donc vous aviez parlé de la transmission. Parlez-nous, docteur, du cycle de la transmission. Est-ce dans l'immédiat ou est-ce que ça prend du temps? Alors pour le cycle, c'est très complexe. C'est très complexe parce que il y a une pénétration cutanée, comme je l'ai dit. Il y a une pénétration cutanée, et puis le parasite, il y a une ponte d'œufs. Donc il y a des œufs qui vont voyager dans le corps. D'accord. Et selon l'espèce, parce qu'il y a plusieurs espèces pour la bilharziose, selon l'espèce, il y aura 3 destinées. Soit ça va aller au niveau du tractus urogénital, donc au niveau de la vessie, et là c'est la Schistosoma hematobium qui va donner la bilharziose urogénitale. Ça peut aller au niveau de l'intestin. Ça peut aller même au niveau du foie et de la rate et donner une bilharziose hépatosplénique. Et il y a une autre espèce qu'on appelle la Schistosoma intercalatum qui va aller au niveau rectal et au niveau génital. Bien sûr, l'espèce la plus importante, c'est l'urogénital, c'est là où on en a parlé. Malheureusement, la personne va, pour compléter le cycle, vu que c'est au niveau de la vessie, va éliminer le parasite dans les urines. Et quand il va dans une eau douce, quand il va uriner dans l'eau douce, il va libérer ces parasites qui ont besoin d'un autre intermédiaire, un mollusque pour survivre. Et puis, il y a une autre personne saine qui va se baigner et ce mollusque va contaminer cette nouvelle personne. Donc voilà le cycle. Donc pour compléter le cycle, donc il faut avoir le mollusque, le parasite, un espace hydrique, donc de l'eau douce. Donc tout dépend du processus. L'être humain, bien sûr, l'être humain malade. Et qu'est-ce qui nourrit la présence de la bilharziose en Afrique? D'ailleurs, au Gabon, c'est un véritable problème de santé publique, si on peut prendre le Gabon. Alors la bilharziose, c'est un véritable problème de santé publique.
Il y a des pays nord-africains comme l'Algérie où on avait des zones de bilharziose, que ce soit au nord du pays ou au sud du pays. On a quand même pu régler ce problème grâce à la lutte, et on va voir ça dans la prévention, la lutte contre ces mollusques, c'est les hôtes intermédiaires de ces parasites. Malheureusement, dans les pays subsahariens, c'est un problème de santé publique qui touche beaucoup de pays. Et cela est dû, c'est une maladie tropicale, hein, donc en Afrique subsaharienne, il y a toutes les conditions climatiques en matière de chaleur, en matière d'humidité. C'est pour ça qu'on ne les voit pas beaucoup au niveau des pays du Sahel, mais plutôt dans les pays tropicaux. D'accord. Parce que c'est là où il y a une pluviométrie importante, où il y a des lacs, des eaux stagnantes, etc. Ça nourrit cette atmosphère. Et la bilharziose est la seconde endémie parasitaire mondiale, responsable d'environ 280 000 décès chaque année. Vous venez de citer les chiffres, docteur. Donc, peut-elle être mortelle, la bilharziose? Oui, malheureusement. Il y a un grand chanteur égyptien que beaucoup de gens connaissent, c'est Abdel Halim Hafez, qui est mort de complications de la bilharziose, car la bilharziose est très fréquente en Égypte, notamment dans le Nil. C'est parce que ça donne des complications, malheureusement, surtout la bilharziose urogénitale, qui peut donner des complications urétérales, des complications rénales, ça peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Chez la femme, il y a beaucoup de problèmes de fertilité, parce que ça peut, dans le cas de bilharziose génitale, donner des problèmes au niveau des trompes de Fallope et donner une véritable stérilité. C'est pour ça qu'il faut, nous, infectiologues, dès qu'on voit une jeune fille, on fait la différence entre une jeune fille et un jeune garçon. Une jeune fille, on va s'acharner pour le traitement, on va bien suivre la malade parce que ça peut donner des problèmes d'infertilité, ça peut être un drame pour familial et surtout personnel. Donc, pour les complications, ça peut être très très grave si on ne traite pas. Ça peut donner une insuffisance rénale dans les cas extrêmes. C'est pour ça que il faut vraiment diagnostiquer rapidement et traiter rapidement. Donc si le traitement se fait en retard, donc c'est inévitablement mortel ou il y a un espoir? En fait, c'est pas inévitablement mortel, mais il y a des personnes qui ne sont pas traitées contre la bilharziose, qui le vivent très bien. Il y a un équilibre entre le parasite et l'être humain, mais il y a des personnes où ça donne beaucoup de complications. Et je vous ai donné l'exemple d'un chanteur très connu, africain, égyptien, qui en est mort des complications de cette maladie. Et parlons du traitement, docteur, plutôt chirurgie ou vaccin? Alors pour le traitement, c'est un antiparasitaire. Le traitement de la bilharziose, puisque c'est un parasite, c'est un antiparasitaire. Pour une fois, je vais donner le traitement parce que c'est un traitement, c'est un seul médicament qui est très connu, très efficace, qu'on appelle le praziquantel. Le praziquantel, c'est un médicament qui est très bien toléré, qui n'est pas cher, et ça coûte à peu près même pas $1, pour vous dire, même pas $1 le traitement. On peut traiter en une fois, c'est-à-dire en prise unique, comme on peut répéter quand il y a persistance du parasite. Le plus important, c'est de contrôler les urines. Contrôler les urines, ça c'est très important. On va les contrôler. L'idéal, c'est de contrôler à une semaine, à 3 mois, à 6 mois, même jusqu'à 12 mois, pour être sûr qu'il y ait éradication des parasites. Donc ça, c'est le traitement médical. Pour le traitement chirurgical, malheureusement, il dépend des complications. Par exemple, quand il y a une atteinte sévère de la vessie avec de la fibrose, ou bien les urtères qui sont bouchées, qui sont détruits parfois par la fibrose, donc on fait ce qu'on appelle une chirurgie réparatrice. C'est la plastie de la vessie, comme on fait une plastie du nez, comme on fait ce qu'on appelle une rhinoplastie. Là, c'est une plastie de la vessie. On va essayer de corriger la vessie pour qu'elle soit fonctionnelle. Une plastie des urtères,
une implantation des urtères, et malheureusement dans les cas les plus sévères, quand on a un rein qui est détruit, donc on va faire une ablation d'une partie du rein ou carrément une ablation du rein. Et dans les deux cas, dans la tête des deux reins, malheureusement, ablation des deux reins avec greffe rénale et une hémodialyse en attendant. Mhm. Et si l'on parle des examens permettant le diagnostic d'une bilharziose, docteur? Alors oui, alors pour l'élément le plus important dans le diagnostic de la bilharziose, c'est l'interrogatoire. Mhm. D'accord. C'est la notion de séjour dans une zone endémique, une zone où sévit la bilharziose. C'est-à-dire un patient européen qui va voyager en Afrique subsaharienne, on va lui poser la question, est-ce que vous avez voyagé, est-ce que vous vous êtes baigné dans d'une eau douce, est-ce que vous avez traversé une rivière, est-ce que vous exercez une profession qui expose comme un travailleur dans les barrages, comme les pêcheurs, comme les agriculteurs. Ça, c'est l'élément le plus important. Maintenant, il y a les arguments cliniques. Je vous ai dit, il y a une période au début, on a juste l'urticaire, on a juste l'élément dermatologique. Puis, on a une période où on fait une fièvre, on fait une toux, des difficultés respirées. Puis, il y a la période où on a des problèmes urinaires. Donc, on urine souvent. On a une brûlure mictionnelle, on a du sang dans les urines. Ça, c'est très, très important. Il y a des éléments d'orientation, comme les radios. Alors, on peut faire une radio dans les formes les plus avancées. On peut trouver des calcifications, c'est-à-dire au niveau de la vessie, au niveau des reins. Et ça, je parle de complications. Hein. Quand on fait l'échographie, on peut trouver aussi des complications au niveau des reins, au niveau de la vessie. Maintenant, le diagnostic qui est de confirmation, c'est de faire une analyse des urines. On va rechercher des œufs de bilharziose, donc des œufs de bilharzie dans les urines. C'est un examen qui est assez simple. Donc on va demander à la personne de faire des sauts ou de monter et de descendre des escaliers pour décoller des œufs dans les urines. Là, on va prélever des urines. On va au microscope trouver déjà confirmer le diagnostic qu'il s'agit des œufs de bilharzie, donc c'est une bilharziose, de donner le diagnostic d'espèce, quelle espèce, et quand on voit des œufs vivants, des œufs morts, ça c'est le diagnostic de confirmation, c'est l'examen le plus utilisé. On peut faire des sérologies, c'est-à-dire chercher les anticorps anti-bilharzie qui va nous donner aussi le diagnostic, mais le diagnostic de confirmation c'est la recherche d'œufs de bilharzie dans les urines. D'accord, donc récapitulons, docteur, quels sont les types de la bilharziose? Alors, les types de la bilharziose, il y a la bilharziose urogénitale qui est la plus fréquente, surtout en Afrique. Il y a la bilharziose intestinale, qui est due à Schistosoma monnsoni. Il y a la bilharziose hépatosplénique, donc c'est toujours le même cycle, mais les œufs, ils vont aller au niveau du foie, au niveau de la rate, ils vont la coloniser. Je vais donner le nom des espèces, c'est Schistosoma japonicum et Schistosoma mekongii. Et puis on a la bilharziose rectale et génitale. Là, ça va se concentrer au niveau du rectum. Ça peut même faire ressembler à une rectocolite, à des hémorroïdes, à une maladie de Crohn, etc. Alors que c'est une infection parasitaire. C'est ce qu'on appelle l'espèce responsable, c'est le Schistosoma intercalatum. Et maintenant, parlez-nous, docteur, de la prévention. Comment éviter complètement d'avoir cette bilharziose, de la choper? Oui, ça c'est très important. Alors la prévention, il y a au niveau individuel et au niveau collectif. Alors au niveau individuel, surtout les voyageurs. Donc c'est surtout les personnes qui viennent en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, surtout dans les pays où il y a beaucoup de bilharziose. Donc il faut à tout prix éviter tout contact avec de l'eau douce, des rivières, des lacs, des marais. Voilà, donc ça c'est très important au maximum. L'utilisation en application cutanée d'un produit qu'on appelle le DEET, c'est en application cutanée avant une exposition à l'eau pour lutter contre ces mollusques. Alors ça c'est au niveau individuel, au niveau collectif. Bien sûr, si on a des symptômes, il faut
consulter rapidement et prendre en charge. Et je rassure aussi les auditeurs, surtout nos concitoyens africains, que si on fait le diagnostic rapidement et on traite, il n'y aura pas de complications. D'accord. C'est un traitement qui est très efficace, en une prise, parfois 2 prises, et on règle le problème. Maintenant, je reviens à la prévention. Au niveau collectif, il y a l'éducation sanitaire des populations. Ça, c'est très important. Surtout dans les zones endémiques, pour aussi rompre le cycle parasitaire en traitant les eaux stagnantes avec des produits pour tuer ces mollusques. Il y a aussi la destruction des mollusques a trouvé ses limites par rapport aux produits sur le plan écologique. C'est pour ça qu'il y a une destruction biologique à l'aide de certains poissons qui vont éliminer ces mollusques, donc diminuer la fréquence de cette maladie. Maintenant, les études pour un vaccin sont en cours. Il y a des vaccins qui sont là, mais on n'a pas une efficacité à 100%. Donc, c'est toujours la lutte contre les mollusques qui est la plus importante, qu'elle soit chimique ou surtout biologique. Et tout commence bien sûr avec l'éducation de la population. Zéro bilharziose, docteur, un objectif difficile à atteindre? Franchement, c'est pas difficile à atteindre. Malheureusement, en Afrique, on a beaucoup de maladies tropicales on a plus tendance à donner de l'importance au paludisme parce que ça tue beaucoup plus de monde. Mais il faut faire une sensibilisation de la population des dangers de la maladie, pas que de la bilharziose, mais beaucoup de maladies tropicales. Comment lutter contre ces maladies, comment penser à ces maladies, comment bien prendre son traitement pour guérir sans complications. Et aussi, il faut faire de la formation, ça c'est très important, pour le personnel médical et paramédical. Les médecins qui travaillent dans les zones tropicales sont meilleurs que nous, médecins qui travaillent au nord de l'Afrique, parce que ils connaissent beaucoup mieux ce genre de maladie. C'est pour ça que il faut former les médecins, que ce soit les médecins européens, américains qui connaissent pas ce genre de maladie, mais aussi les médecins qui exercent en Afrique du Nord pour connaître ces maladies et savoir mieux les traiter. Donc, c'est sensibilisation de la population et formation du personnel médical et paramédical. Donc, je l'ai dit, elle est deuxième maladie parasitaire au monde après le paludisme. Récapitulons avant de refermer cette édition, docteur, sur la bilharziose pour ceux qui viennent de nous rejoindre. C'est quoi la bilharziose? Alors, c'est une maladie parasitaire très fréquente, notamment en Afrique. C'est une maladie qui est facilement traitable, mais malheureusement, si elle n'est pas diagnostiquée, si elle n'est pas prise en charge, peut donner des complications, surtout urogénitales, en ce qui concerne la vessie, les reins, et chez la femme, en ce qui concerne les problèmes de stérilité et d'infertilité. C'est une maladie qu'on chope en se baignant dans de l'eau douce et on se fait contaminer par des mollusques qui portent les parasites. Donc, faut faire très attention, pour les personnes qui font ça par loisir ou par profession. Il faut connaître cette maladie et en moindre symptôme, se faire dépister et se faire traiter. D'accord, merci beaucoup docteur, merci pour ces éclaircissements. Nous sommes arrivés à terme de cette édition. Nous avions parlé dans ce numéro de la bilharziose, une maladie oubliée qui ravage pourtant toujours le continent. Merci pour votre attention. On se retrouve mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.